Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une semaine qui est déjà plus agréable à l'ouverture que la semaine dernière. Beaucoup de verre, on va comprendre pourquoi on a eu une accélération ce week-end, pourquoi maintenant on a une accélération aujourd'hui, et justement, est-ce que ça va continuer, est-ce qu'on va faire enfin cette rupture de la zone où nous nous trouvons, ou est-ce que, justement, on va s'enfoncer? On a eu un Donald Trump présent à la conférence de Bitcoin dans lequel il a fait beaucoup d'allégations, on va revenir dessus. Est-ce que c'est l'élément qui a permis de pousser vraiment le marché? Je ne pense pas, je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, on est en train de se préparer à quelque chose qui va certainement faire beaucoup bouger les cours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement, on va commencer avec l'allégation et la prise de parole de Trump au niveau du Bitcoin principalement et des cryptos en général. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a fait une très longue prise de parole au niveau de la conférence Bitcoin 2024, et globalement, il mettrait à la porte Gary Gensler dès le premier jour. Gary Gensler, pour rappel, c'est le président de la SEC, c'est celui qui attaque toutes les cryptos qui traînent et qui potentiellement peuvent être sanctionnés, et c'est lui qui a mis énormément de pression, notamment sur Ethereum, et sur les acteurs qui sont autour d'Ethereum. C'est encore le cas notamment avec Consensus qui est le studio qui a créé MetaMask, dans lequel Gary Gensler déclare que c'est un exchange qui n'est pas déclaré parce que Consensus, qui est un wallet, permet de faire des échanges directement au sein du wallet. Et oui, on va jusque-là. Bon, c'est pas que ça, il a parlé de beaucoup d'autres choses, un très bon tweet qui résume une grosse partie. Globalement, il a annoncé que l'ensemble des BTC devront être minés directement au niveau des États-Unis. Il a noté qu'une réserve devrait être effectuée de 200 000 BTC au niveau des USA, que le Bitcoin serait une monnaie de protection à l'équivalent de l'or pour le dollar principalement au niveau des USA, et il a expliqué plusieurs autres allégations. La grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce sont des promesses de politique qui servent principalement à se faire élire, et surtout ici à récupérer de l'argent. On sait qu'avant justement cette conférence, il a récupéré 4 millions de dollars en donation en crypto-monnaie grâce à sa présence sur cette conférence, donc il y a un impact très fort, beaucoup plus que juste des voix. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui possèdent de la crypto-monnaie, 20%, donc forcément, ça fait beaucoup de personnes à convaincre. Mais là, je pense que c'était réellement plus pour récupérer de l'argent pour financer sa campagne électorale, parce qu'il reste que 100 jours, encore une fois, pour accélérer. Est-ce que l'ensemble de ces points seront honorés? Je ne pense pas, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Gary Gensler de la SEC ne restera pas longtemps en position. Est-ce que derrière, on aura un cadre réglementaire pour la crypto? Certainement. Est-ce qu'on aura le gouvernement américain qui achètera du Bitcoin? Pourquoi pas, mais ça reste déjà beaucoup plus compliqué. De l'autre côté, nous avons BlackRock qui continue à nous expliquer qu'il y a peu d'intérêt pour autre chose que Bitcoin et Ethereum au niveau des ETF. Donc il n'y aura pas d'ETF autre que BTC et Ethereum, en tout cas pour l'instant. Le marché n'est pas prêt à l'accepter, et ça c'est une réalité en 2024 et potentiellement même en 2025. Et on commence à le voir aussi au niveau de l'ETF Ethereum, où on voit qu'on a assez peu de demandes actuellement. Encore une fois, il va falloir laisser le temps à l'ETF de drainer pas mal de liquidités, mais on a assez peu d'intérêt qui arrive déjà sur Ethereum, donc il faut penser qu'en effet, si on a d'autres ETF, il y aura beaucoup moins d'intérêt aussi. Pourquoi il y a beaucoup d'intérêt au niveau de Bitcoin? Parce que Bitcoin reste Bitcoin. Bitcoin a été créé déjà depuis bien plus longtemps que toutes les autres cryptos. Bitcoin, c'est aussi une décentralisation. Bitcoin, c'est un proof of work qui est excessivement sécurisé, et donc on a une véritable entité qui est preuve de réserve de valeur et qui commence à être caractérisée de ce style-là par les investisseurs, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des crypto-monnaies, et on voit peut-être une différence, une dissociation réelle entre le reste des cryptos et Bitcoin. L'utilité de la blockchain et Bitcoin sont deux choses qui sont séparées, en tout cas pour les investisseurs institutionnels. De l'autre côté, nous avons la notion de décentralisation qui est mise à mal. Et oui, Compound Finance, si vous ne connaissez pas, c'est un acteur de la finance décentralisée qui est très connu, qui s'est fait hacker, entre guillemets, de 24 millions de dollars. Alors, ils ne sont pas fait hacker, mais globalement, la DAO, donc c'est-à-dire l'organisation décentralisée, ce qui est l'entité décisionnaire au sein de Compound et qui est décentralisée. Pour pouvoir voter et proposer des choses, il faut posséder le token du protocole et en avoir suffisamment pour pouvoir voter. C'est ce qui s'est passé. Ici, il y a eu un vote qui a été proposé par un ensemble de whales pour l'allocation de 24 millions de dollars sur un protocole qui n'aurait pas dû être voté. Et ça a été permis principalement parce que l'ensemble des acteurs ont récupéré suffisamment de COMP pour pouvoir faire passer ce vote. Et oui, ça vous montre à quel point oui, la décentralisation est intéressante, mais peut être manipulée par des personnes qui ont suffisamment d'argent, ce qui est un petit peu le cas, qu'on pourrait dire aussi en politique.
pourquoi pas. On va continuer les nouvelles avec quelque chose qui est pas crypto, mais en même temps qui touche un petit peu la crypto, parce qu'il y a une véritable crise qui se positionne au niveau d'OpenAI, et donc sur l'IA en général dans le marché traditionnel. Est-ce que c'est quelque chose qui va impacter l'IA dans le marché crypto? Peut-être, mais en l'occurrence, on sait qu'OpenAI n'arrête pas de cramer de l'argent. On parle de 7 milliards par an à peu près, et risque de manquer de cash d'ici 12 mois. Ils vont devoir aller lever de l'argent pour pouvoir continuer à entraîner leurs IA. Et oui, c'est ce qui coûte le plus cher, on parle de 5 milliards de dollars en 2024, qui a déjà été brûlé. Et oui, ça coûte vraiment, vraiment très cher. Surtout qu'ils le font à une vitesse bien supérieure de ses concurrents, par exemple Amazon, c'est 2 milliards, 2 milliards 7 qui sont brûlés par an pour l'entraînement de l'intelligence artificielle. Donc on est bien dans quelque chose qui est spécialisé, c'est pour ça aussi qu'on brûle plus, mais ça sous-entend aussi que le business model maintenant n'est pas rentable. S'ils sont obligés de lever de l'argent, ça veut dire qu'il n'y a pas de rentabilité qui a été trouvée. En même temps, on peut utiliser ChatGPT comme on le souhaite sans forcément payer, et même en payant le frais, même si on a une version bridée, ça reste quand même très peu cher. Si on veut vraiment avoir une version débridée, c'est directement via l'API, et même comme ça, je trouve que c'est très peu cher au vu de la qualité des réponses que l'on peut avoir, parce que oui, il y a une qualité des réponses qui est bien supérieure quand on passe en dehors du cycle de paiement classique et qu'on va à travers le cycle de paiement de l'API. On voit qu'on a vraiment une amélioration. Mais c'est pas ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'une nouvelle qui risque de faire très mal si elle s'avère vraie. C'est que potentiellement on risque de voir un Joe Biden qui va subir l'article 25 des USA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera certainement retiré de ses fonctions présidentielles. C'est en l'occurrence la rumeur qui sort d'un appel qu'il a pu avoir avec Obama, et c'est quelque chose qui est en train de se positionner au niveau des démocrates sur Joe Biden. Alors, du coup, il y a un petit jeu de mots en bas, Biden, avec bye comme bye bye. Donc oui, c'est un risque qui est vraiment fort. Clairement, on peut se dire que ça risque d'impacter très fortement le S&P 500, ça risque d'impacter très fortement le Nasdaq derrière, donc l'économie américaine. Si jamais ça arrive, on a de grandes chances de voir justement une deuxième jambe baissière si ça se passe comme ça, avec quelque chose qui va être beaucoup plus agressif pour aller chercher les 5300. Bref, ça reste une rumeur pour l'instant, mais on sait qu'on est vraiment, vraiment pas loin de ce côté-là. Au niveau du calendrier économique, nous avons une semaine qui est quand même relativement forte en nouvelles, avec mercredi 31 juillet, principalement la Fed. Alors ça va pas être forcément le FOMC qui va être important, donc ça va être la décision sur les taux, parce que pour moi les taux ne vont pas changer, mais ça va être vraiment la prise de position et le discours et les questions qui vont être effectuées au niveau de Jérôme Powell qui vont être vraiment très importants. Ensuite, on va avoir le PMI de juillet qui va tomber, qui va être aussi très important, et le taux de chômage de juillet qui va aussi être vraiment important. Donc vendredi 2 août, là-dessus, c'est quelque chose qui va être vraiment suivi par la Fed et qui va déterminer à quel point on va faire un pivot et à quelle vitesse on va faire un pivot. Et ça impactera forcément directement Bitcoin. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous avez la possibilité gratuitement de faire le test de votre profil d'investisseur et de récupérer ce guide de 24 pages dans lequel je vous explique comment à partir de votre profil d'investisseur, voir si oui ou non votre portefeuille crypto est cohérent et savoir quelles sont vos forces et faiblesses pour pouvoir établir une bonne stratégie pour réussir cette phase d'accélération. Parce que oui, nous sommes dans une période qui est vraiment cruciale au niveau de Bitcoin. On a le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui est le futur des institutionnels, qui est reparti à la hausse dès son ouverture, ce qui est en même temps normal, étant donné que quand on regarde ici le Total Index, c'est-à-dire la totalité du cours crypto, on voit qu'on est allé retester cette partie-là, qui a été la mèche qui a été effectuée samedi. Samedi, on rappelle que c'était la prise de parole de Trump. Et oui, il y a eu une accélération qui a été ravalée entièrement, et globalement, aucun effet. Par contre, on a le CME, c'est-à-dire la position ici institutionnelle qui est plutôt positive. On est en train d'aller se diriger dans le top de ce canal baissier qui est présent bien sur le CME et qui nous validerait potentiellement une continuité baissière, en tout cas temporaire, le temps d'avoir une respiration si jamais on a une zone de vente. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment très important maintenant. Parce que là, on va voir si, oui ou non, on a une pression baissière qui va se mettre en place. Si on a une pression baissière qui va se mettre en place, ça sous-entend qu'on va combler ce gap CME et ce gap CME qui sont bien présents. Les deux gaps CME, ce sont des ruptures de cotation, donc c'est-à-dire des ruptures au moment où le prix n'est pas effectué au niveau du CME, ce qui est plutôt logique, parce que le CME est fermé le vendredi et réouvre le dimanche soir, enfin le lundi matin, si on doit vraiment prendre les heures US. Et oui, donc ça veut dire que durant le week-end, on peut avoir des écarts de cotation, et c'est ce que l'on voit ici et ici. Et généralement, il est noté que les gaps CME, quand ils ne sont pas de rupture, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans une hyper-accélération, ont tendance à être comblés, et là on ne voit pas d'hyper-accélération, donc il y a de grandes chances qu'ils soient comblés, que ce soit maintenant ou que ce soit dans un court terme. Dans tous les cas, on ira combler ces gaps avant de repartir. Et
Et donc il est cohérent de se dire qu'on va avoir une pression baissière qui va être très forte dans le travail des 70 000, 70 500 avant de faire une chute dans les 66 000, avoir une réaction potentielle au niveau des 65 800 et ensuite finir la course dans les 58 60. Si par contre ici on n'a pas de réaction dans les 58 800, ça sous-entend qu'on va aller chercher plus bas et on va aller chercher le bas de canal, et là ce sera certainement les 54 000, voire en dessous avant de repartir. Ça veut dire qu'on aurait un mois d'août qui serait plutôt dans le rouge avant de repartir à la hausse sur septembre, et donc potentiellement le bull run en fin d'année, ce qui est plutôt classique dans les cycles, et c'est quelque chose que l'on connaît. Par contre, il y a un autre scénario. L'autre scénario, c'est la mise en place d'un range qui est bien présent, qui est bien réel, un range qui a été statué ici à 73 000 comme point haut, et point bas qui a été noté dans les alentours de 58 000, et dans lequel on a déjà vu une déviation du bas. Donc dans ce cas-là, ça sous-entend qu'on irait chercher, avant d'avoir une pression baissière, les 72, 73, 74, dans lequel on a beaucoup de liquidités qui sont présentes, liquidités qu'on a laissées ici en mars 2024 et qu'on a renforcées en mai 2024, donc forcément il y aurait un intérêt à aller chercher ça avant de faire la chute pour aller chercher la partie baissière. Le seul point positif qu'on pourrait avoir dessus, et ça c'est très important, ça sous-entendrait qu'il faudrait qu'on ait un BTC consolide avec une rupture très forte et suffisamment forte, certainement pour moi dans les 78 000, qui fasse un pullback dans les 74 pour repartir à la hausse. Là ce serait excessivement positif. Si on n'a pas ça, globalement pour moi on reste dans l'optique du range classique ou globalement du bull flag, et j'ai tendance à vous dire que je suis plus dans la thématique du bull flag actuellement, et ça va être de toute façon dans tous les cas très rapidement validé dans les cours globalement cette semaine, avec l'ensemble des nouvelles que l'on va avoir au niveau de la finance traditionnelle et globalement l'euphorie qu'on a eu au niveau de Bitcoin sur ces derniers jours. Globalement on pourra avoir en effet une respiration qui sera très forte. Et oui, parce qu'on a quand même une baisse des liquidités au niveau de l'ETF spot Bitcoin. Ça fait déjà 4 jours qu'on a du mal à justement avoir un inflow qui est suffisamment important, et malheureusement c'est quand même ce qui drive beaucoup le marché. Il faut qu'il y ait beaucoup de volume, il faut qu'il y ait suffisamment de volume pour pouvoir pousser à la hausse, pour aller justement créer un momentum et créer une euphorie. Actuellement l'euphorie en août, toujours compliqué d'avoir, même si on en a déjà eu, même si on a eu un été déjà positif, même si août majoritairement est quand même positif, ça n'empêche que ça ne risque pas d'être le cas tout de suite. Et oui, parce que on n'a pas de momentum qui est en train de se créer, c'est quelque chose que l'on voit, et c'est un momentum qui est difficile principalement, parce qu'aussi on a l'ETF spot Ethereum qui est bien présent, qui est toujours présent, une sortie de liquidité au niveau des Ethers de Grayscale, et je pense que ça va continuer encore pendant quelques semaines. Et malheureusement, on a encore bien la pression baissière de Mongox, parce qu'il y a toujours encore des libérations de Bitcoin, de personnes qui ont été impactées par le hack de la plateforme d'exchange Mongox il y a plus de 10 ans. Les Bitcoins commencent à être distribués, certains ont déjà été 100% distribués sur certaines allocations, mais il reste encore beaucoup de Bitcoin à distribuer, et donc potentiellement encore beaucoup de ventes, beaucoup de peur liées à ça, et forcément, on peut avoir une pression baissière qui peut être suffisamment forte pour aller justement titiller d'autres zones. L'important pour moi, c'est vraiment de se baser sur ce qui risque de se passer cette semaine et de déterminer quelle est notre stratégie si jamais on fait une rupture haussière, si on casse les 74 000, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est suffisamment exposé, et pareil, si on va rechercher les 56, est-ce qu'on est suffisamment non exposé pour ne pas subir cette baisse, et est-ce qu'on est prêt à pouvoir saisir cette opportunité? Et oui, tout est une question d'équilibre et tout est une question de profil. Est-ce que vous êtes plutôt conservateur, visionnaire ou spéculateur? Il y a 5 profils à déterminer et clairement, ça change beaucoup de choses dans votre façon d'investir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous et on se retrouve très vite.